Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, j'essaie une voiture mythique des années 80, la Ferrari Testarossa. C'est l'avant-dernière Ferrari produite sous l'ère du fondateur de la marque, Enzo Ferrari. Et c'était à l'époque la voiture de série de sport la plus puissante jamais produite, avec une puissance de 390 chevaux. Une voiture importante pour moi car c'est la Ferrari Testarossa qui a lancé ma passion pour l'automobile quand j'avais 4 ans. Et c'est la première fois que j'en essaye une sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, bien sûr, je vais vous détailler son histoire, ses caractéristiques extérieures, intérieures, son comportement routier, et je conclurai cette vidéo en vous donnant ses défauts ainsi que ses qualités. La voiture que je vous présente dans cette vidéo, elle est en vente chez GT Classic Cars. Je vous mets le lien de l'annonce en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à les contacter de ma part si vous êtes intéressé. Je pense qu'à la fin de la vidéo, vous allez être nombreux à être intéressés par la Testarossa. Vous allez comprendre pourquoi. Sur YouTube, c'est chaque vendredi à 17 h, je diffuse un essai détaillé. Donc abonnez-vous et surtout activez la cloche de notification. Pareil sur mon compte Instagram, Le Vendeur Automobile. Je diffuse beaucoup de contenu exclusif et d'actualité. Allez, c'est parti. Un petit peu d'histoire avant de vous détailler l'extérieur de la voiture. Elle a été présentée en 1984 dans un cadre assez inédit pour l'époque, mais même pour maintenant, dans une boîte de nuit, celle du Lido à Paris, la veille de sa présentation officielle au Mondial de Paris de la même année. Testarossa, ça signifie tête rouge en français. Ça fait référence à la couleur des couvercles d'arbre à cames installés dans les voitures de course. Et la Testarossa, elle suit cette tendance avec des couvercles d'arbre à cames qui sont peints en rouge. C'est pas la première Ferrari à adopter ce nom, Testarossa, puisqu'il y a eu avant elle en 1957 la 250 TR qui a gagné de nombreuses courses et qui a même gagné Le Mans en 1958. La Testarossa elle succède à une série de berlinettes boxer chez Ferrari. Vous avez eu la 365 GT4 BB, la 512 BB, la 512 BBI, puis même une version ultime, la 512 BB LM. Il y a une chose importante sur la série des BB à connaître, et qui est souvent mal interprétée par beaucoup de monde, même des connaisseurs, c'est que BB, ça signifie Berlinetta Bialbero, donc berlinette à double arbre à cames, et non pas boxer. C'est ce qu'indiquait d'ailleurs l'ingénieur technique en charge du département de la Scuderia Ferrari, Mauro Forghieri, qui disait que c'était une mauvaise interprétation de beaucoup de journalistes. Revenons à la Testarossa. Elle a été dessinée par le célèbre designer italien Pininfarina, avec des dimensions qui, pour l'époque, étaient tout simplement jamais vues, si je la compare aux Ferrari qui avaient été produites précédemment, et puis des flancs ultra agressifs, bien typiques des années 80, qui étaient même repris par de célèbres tuneurs allemands comme Gembala sur des Porsche 911. Produite entre 1984 et 1996, elle a connu 2 évolutions, la 512 TR en 1992, avec une puissance augmentée à 428 chevaux, et puis de nouvelles jantes et un design un tout petit peu plus modernisé, et la F512M en 1994, avec une puissance portée à 440 chevaux et de nouvelles optiques sur l'avant du véhicule. Elle a fait beaucoup d'apparitions dans des films, des séries télé, comme par exemple 2 flics à Miami avec Don Johnson, mais elle n'était pas rouge, elle était blanche, celle de Don Johnson. Et puis aussi dans des jeux vidéo, comme Outrun, lancé par Sega en 1986, où vous pouviez évoluer dans une magnifique Testarossa dans un environnement ultra idyllique. Sachez qu'il y a eu beaucoup de versions spéciales de la Testarossa. Déjà, il y a eu la Testarossa Spider, il y a eu un seul exemplaire de Gianni Agnelli, elle était gris clair. Elle avait une spécificité, en plus de ne pas avoir de toit, c'est celle d'avoir une boîte de vitesse qui pouvait passer, grâce à une simple commande, de manuel à automatique. Lorsque vous appuyez sur ce bouton, en fait, vous aviez la pédale d'embrayage qui se rétractait, et là, vous passiez d'une boîte de vitesse mécanique à une boîte de vitesse automatique. Il y a eu un seul exemplaire. Il y a eu aussi la Testarossa F90 spéciale, la Ferrari Mythos, la Ferrari FX, la FZ93, et puis la Ferrari Testadoro. Et enfin, il y a eu le préparateur allemand Koenig qui a tout simplement installé un moteur biturbo pour tirer pas moins de 1000 chevaux dans une Ferrari Testarossa. Sur l'extérieur, commençons par la face avant. Déjà, il faut noter une chose, la carrosserie est principalement en aluminium. On n'a que le toit et les portes qui sont en acier. Sur le capot avant, grande entrée d'air centrale avec les extrémités qui sont bombées. L'avant du capot moteur, c'est un flat nose avec des phares escamotables, très typiques des années 80 d'ailleurs. C'était plus le cas sur les dernières évolutions de la Testarossa. Logo bien sûr au centre, avec les feux de position, les clignotants juste ici, une grande entrée d'air centrale. Et puis il faut noter qu'il y a eu un positionnement des radiateurs qui a été optimisé afin de permettre de profiter d'un espace de chargement pour ranger vos bagages sous ce capot, puisque le moteur bien sûr il n'est pas à l'avant.
je vous le rappelle. Lame de bas de bouclier ici en plastique noir avec une entrée d'air seulement du côté gauche. Je me suis toujours posé cette question, d'ailleurs je l'avais en miniature cette voiture et je ne comprenais pas pourquoi il y avait juste une entrée d'air, donc je me suis renseigné. C'est pour venir refroidir les disques avant du système de freinage et aussi c'est pour permettre un fonctionnement de la climatisation dans l'habitacle du véhicule. Sur le modèle que je vous présente, il y a une chose qui diffère, il y a l'inscription Ferrari Club Italia. Alors ça, ce petit badge n'était pas présent sur toutes les Testarossa de l'époque. Et à noter que les premières versions de la Testarossa n'avaient pas de rétro, mais bien un seul. Donc le capot à l'avant, regardez, plutôt. Bon, celui-ci, il a été que très peu utilisé. Et on voit la couleur, c'est le Rosso Corsa sur celle-ci, puisque sur les Ferrari, c'est toujours indiqué dans l'avant du véhicule. Vous avez une plaque à chaque fois. Un espace de chargement qui n'est pas gigantesque, mais qui pourra accueillir les bagages Ferrari, tout comme à l'intérieur du véhicule. Donc vous pourrez partir en week-end avec votre Ferrari Testarossa. Et pour le fermer, c'est aussi simple que ça. Il faut bien vérifier des deux côtés que le capot est fermé. Là, c'est le cas. Sur la partie latérale, des jantes en alliage de 16 pouces, en forme d'étoile, avec un écrou central chromé, des pneus Goodyear Eagle sur le modèle que je vous présente. C'est vrai que la taille des jantes, ça a beaucoup évolué en l'espace de 30 ans. Maintenant, sur des Ferrari, vous êtes sur des jantes de 19 à 20 pouces, sur beaucoup de modèles. Répétiteur de clignotant juste ici. Rétroviseur côté passager. C'était pas le cas, comme je vous l'indiquais sur les premières, les monospecchio qui avaient côté conducteur un rétroviseur qui était positionné sur la partie centrale du pilier A. Et à partir de 1987, Ferrari a décidé, à la demande de beaucoup de clients, d'installer un rétroviseur de chaque côté sur la partie inférieure du pilier A, car selon beaucoup de clients de Ferrari, sur la Testarossa, ça déséquilibrait les magnifiques lignes du véhicule. Autre point à noter, bien sûr, on a des flancs qui sont très marqués sur cette voiture, comme je vous l'indiquais en introduction. Et une chose que je ne savais pas, vous avez deux radiateurs à eau qui sont montés latéralement, qui viennent recevoir l'air de refroidissement à partir des prises d'air qui sont juste derrière les portes, à ce niveau-ci. On a juste à côté l'inscription Pininfarina, des jupes latérales en plastique noir, encadrement des fenêtres en noir également. Il faut savoir que c'est une voiture qui avait un réservoir de carburant d'environ 115 litres, ce qui est colossal, avec un empattement de 2,55 m. Et sur son système de freinage, frein à disque ventilé, à double circuit hydraulique avec une servo assistance. Alors à l'époque c'était très novateur, mais en 2022, lorsque vous freinez avec une Testarossa, c'est vraiment une aventure. Vous allez le voir dans la partie de l'essai routier. Au niveau de ses dimensions, elle fait une longueur de 4,48 m, une largeur de 1,98 m pour une hauteur de 1,13 m. Donc là vous ne pourrez pas passer sous les barrières de péage. Il faut faire environ 1 mètre pour passer sous les barrières de péage, avis aux amateurs. Et sur son poids, alors j'étais étonné quand j'ai découvert le poids de cette voiture, 1506 kg à vide sur la balance. Il faut tout de même préciser que la voiture est équipée d'un moteur à 12 cylindres. Je vais y revenir dans quelques instants. La partie arrière, c'est un monument, cette partie arrière. Selon moi, sans doute, le plus bel arrière de l'histoire de l'automobile sur une voiture de sport. Rien que ça, c'est mon avis personnel, ça n'engage que moi, mais en tout cas, c'est ce que je pense. À noter que vous avez une vitre de séparation entre l'habitacle et la partie arrière du véhicule. Alors c'est bien, ça vous permet de voir ce qui se passe derrière. Et puis, je pense que Ferrari a été visionnaire, ça vous permet aussi d'installer vos GoPro pour filmer ce qui se passe devant. Un empiècement couleur carrosserie juste au milieu du bloc moteur, avec une grille d'aération de couleur noire, avec ces lignes horizontales qui sont reprises sur la partie arrière, juste ici, ça aussi c'était inédit, avec cette grille qui a été installée par-dessus les feux arrière du véhicule. Ça aussi c'était du jamais vu pour l'époque. Logo Ferrari de couleur noire, 4 sorties d'échappement, extracteur d'air central assez proéminent qui reprend toujours ce design horizontal de la partie supérieure. Un arrière spectaculaire, vraiment, c'est peu de le dire. Je pense que les Ferrari qui lui ont succédé n'avaient pas autant de sex appeal que la Testarossa. Moi, je suis toujours subjugué par la beauté du train arrière de la Testarossa. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, j'aimerais vraiment avoir vos avis là-dessus. Alors pour ouvrir le capot moteur, vous avez une commande côté conducteur. Vous avez juste à la tirer et ça ouvre automatiquement le capot moteur.
Alors, plusieurs choses à noter. Alors là, attention, parce qu'il y a une polémique énorme sur la Testarossa. Est-ce que c'est un V12, un 12 cylindres à plat? Eh ben, je vais enfin vous donner la vraie réponse. C'est le premier 12 cylindres à plat, à 4 soupapes par cylindre, installé dans une voiture de série. Comme je vous le disais tout à l'heure, hein, à l'époque, la Testarossa, c'était la voiture de sport de série la plus puissante jamais produite. En réalité, c'est un V12 ouvert à 180 degrés. Donc vous pouvez utiliser le mot V12 sur ce 12 cylindres à plat, contrairement à un vrai boxer comme le Flat 6 de chez Porsche ou le Flat 12 qu'on peut retrouver non pas sur les 911 mais sur les 917. Pourquoi Ferrari a utilisé cette architecture à plat? Tout simplement parce que cette architecture permet une meilleure compacité du moteur et une meilleure répartition des masses, et donc ça améliore la tenue de route du véhicule assez logiquement. Alors la puissance de ce V12 à plat, c'est 390 chevaux en Europe, 380 chevaux pour les États-Unis. Les performances à l'époque étaient tout simplement hallucinantes. 0 à 100 km/h en 5,8 secondes, Vmax 290 km/h, 1000 mètres départ arrêté, 24,1 secondes seulement. Sur ces évolutions, donc la 512 TR, 428 chevaux, je vous le rappelle, la Vmax atteignait 313 km/h. Sur la F512M, la dernière évolution de la Testarossa, la Vmax, elle, atteignait 315 km/h grâce aux 440 chevaux de ce V12 à plat. Ça fait du bruit, hein. Il n'y a pas d'isolant comme sur les voitures modernes quand on ferme le capot moteur. Prix de base à l'époque, en France, environ 790 000 francs, donc soit à peu près 123 000 euros si je le rapporte en euros. Et si je mets l'inflation, ça fera 234 000 euros. C'est une estimation que je vous donne. Mais à l'époque, c'était tout simplement une des voitures de sport de série les plus chères au monde. Il n'y avait pas de malus écologique ou toutes ces conneries de taxes à l'époque. À l'époque, on achetait, on roulait et c'était tout. Il n'y avait que très peu de taxes qui étaient infligées aux propriétaires de ces voitures de sport. Une voiture qui aujourd'hui s'échange dans un bon état entre 100 et 150 000 euros. On peut en trouver des un petit peu moins chers, mais là par contre vous aurez beaucoup plus de kilomètres. Elle a une particularité, c'est que le carnet a été signé par Jean Alesi. Alors Jean Alesi est arrivé chez Ferrari en 91 jusqu'à 95 si je me rappelle bien. La voiture est de 88. Donc elle n'a pas été signée dès le départ par Jean Alesi. Mais il faut savoir qu'à l'époque c'était un privilège pour d'excellents clients de chez Ferrari d'avoir leur carnet signé par les pilotes de la Scuderia. Celle-ci, elle est à vendre. Donc, je vous ai mis le lien de l'annonce en description de la vidéo. N'hésitez pas à contacter GT Classic Cars de ma part. Bon, vous le voyez en image, hein, l'état est plus que parfait. Elle a été entretenue à chaque échéance correctement par Ferrari et uniquement par Ferrari. Ça, c'est très important sur ces voitures. Il faut savoir que c'est une voiture qui coûte relativement cher en entretien. Les révisions peuvent vous coûter entre 8 et 10 000 euros à faire tous les 4 ans si vous ne roulez pas trop. En tout cas, c'est le cas du propriétaire de chez GT Classic Cars. La voiture a une particularité au niveau de son entretien, c'est qu'à chaque fois que vous allez vouloir toucher un élément du moteur, très souvent, il faut poser le moteur. Il y a un influenceur qui s'appelle Boiserie, Lucien, que je salue, qui lui avait acheté une Testarossa qui était assez kilométrée. Il en a eu pour quasi 50 000 euros de rénovation sur le moteur. Donc les montants sur ce genre de voiture peuvent vraiment exploser si la voiture n'a pas été entretenue correctement par Ferrari. Donc attention aux Testarossa trop kilométrées, elles peuvent vous coûter excessivement cher. Alors pour ouvrir la Testarossa, sur les portières, vous avez une commande qui est cachée, qui est juste à ce niveau-là, vous avez juste à tirer et ça s'ouvre. Alors les contre-portes sont d'un autre âge, une autre époque, avec des finitions qui aujourd'hui seraient plus du tout acceptées. On voit le côté artisanal même sur les jointures des contre-portes, c'est assez étonnant. On a même la partie centrale de la contre-porte qui est vissée. C'est juste hallucinant de voir ça aujourd'hui en 2022 où il y a eu beaucoup d'efforts de la part de tous les constructeurs et surtout de Ferrari sur l'amélioration de la qualité d'assemblage et aussi des matériaux utilisés, puisque là on est sur un cuir bon, qui est de bonne qualité, mais sur les plastiques utilisés, on sent que 30 années se sont passées. Pour ouvrir votre portière, vous avez une commande qui est juste ici. Ensuite, les seuils de porte sont badgés Ferrari. Plusieurs choses à noter sur les seuils de porte. Alors déjà, vous avez de la moquette un peu partout. On est assis de manière un petit peu allongée dans cette voiture. Ici, vous avez plusieurs commandes. Celle-ci vous permet de déverrouiller
le capot moteur à l'arrière du véhicule, et celle-ci vous permet d'accéder à l'espace de chargement dans lequel vous pourrez ranger des bagages à l'avant du véhicule. Sachez qu'il y a une commande de secours pour l'avant, qui est située côté conducteur et côté passager. Vous avez juste à tirer ces languettes, que vous soyez ici ou à droite, et ça déverrouillera le coffre avant du véhicule. Alors, chose assez marrante sur la voiture, d'ailleurs il faut s'y faire, c'est le frein à main. Parce que le frein à main, dans cette position, il peut être serré ou desserré. En fait, là je vais vous faire la démonstration. Là la voiture par exemple ne bouge pas. Elle est en descente, vous pouvez le constater. Donc je vais déverrouiller le frein à main. Donc là je fais ça. Je déverrouille. Et là je la pousse. Et là elle avance. Il faut que je fasse gaffe, que je la retienne. Je vais la remonter. Voilà. Là, je vais le bloquer. Alors, ils ont fait ça pourquoi? Parce qu'en fait, comme il est positionné entre le siège conducteur et la contre-porte, forcément, si il est serré, vous ne pouvez plus sortir de la voiture. Du moins, ça va vous déranger pour sortir vos jambes. Autre point à noter, c'est une stricte 2 places. Donc derrière les sièges, vous avez un espace dans lequel vous pourrez ranger des bagages fournis par Ferrari. Ça, c'est l'idéal. Il y a aussi un petit rangement juste ici où vous pourrez par exemple mettre, je sais pas, une bouteille de champagne. Soyez innovants. C'est vrai que les finitions, les qualités sont des années 80, donc même si à l'époque c'était une des références, on sent que ça a un petit peu vieilli. Au niveau du confort des sièges, alors confort des sièges c'est pareil, on a une assise qui est plutôt confortable, il faut le savoir, même si le maintien n'est pas incroyable, surtout au niveau des flancs. Aujourd'hui on a des sièges baquets dans toutes les Ferrari, même sur une Roma on a des sièges qui enveloppent parfaitement les jambes, mais aussi le haut du corps. Bon, bah là, l'enveloppe du corps est assez légère. Et puis l'appui-tête, je ne sais pas à quoi il sert, parce que moi, quand je m'assois dans la voiture, vous allez le voir dans quelques secondes, j'ai la tête qui frotte. Je suis assez engoncé dans le véhicule. Il fallait idéalement faire environ 1,80 m pour conduire une Ferrari Testarossa. Je vous fais une démonstration. Regardez quand on s'assoit dans la Testa. Je vous le rappelle, je fais 1,88 m. Là, le siège, il est reculé à fond. Donc, regardez, j'ai la tête qui frotte. Je suis peut-être un petit peu enveloppé, mais j'ai vraiment la partie centrale du corps qui dépasse des bordures du siège. Il ne faut vraiment pas faire 120 kg, sinon ça va être compliqué. Il y a une chose inédite sur la Testarossa, c'est que vous avez un réglage du volant. Regardez, dans le sens de la hauteur, pas de la profondeur. Alors moi je me suis mis en position la plus haute, voilà, et là c'est bon, ça passe à peu près, mais c'est vrai que sur les dernières générations comme la F8 Tributo, enfin la F8 Spider que j'avais essayé, on a vraiment un habitacle beaucoup plus spacieux. Alors sur le volant, pas un volant multifonction, un bon volant à l'ancienne, d'ailleurs il n'y a pas d'airbag dans la voiture. L'instrumentation, pas digitale, comme dans tous les essais que je vous fais, bel et bien à l'ancienne, avec le compteur de vitesse gradué jusqu'à 320 km/h et le contour. Bon, il y a la zone rouge qui commence à 7000, mais il est gradué jusqu'à 10 000 tours. Bon, je pense pas que ce soit possible de les prendre. Les commodos, ils sont tellement fins qu'on a peur de les casser quand on les manipule. C'est aussi, c'est assez inédit. Et pour sortir les phares avant escamotables, vous avez juste à actionner la commande qui est juste ici. On a l'impression d'être au volant d'un camion. Quand on voit le volant, là aussi c'est une autre époque. Il n'y a aucune ergonomie particulière sur le volant, pas d'emplacement pour les pouces, une jambe de volant qui est ultra fine avec des surpiqûres contrastées de couleur claire à l'intérieur de la jambe du volant. Et puis là les parties sont avec un bon vieux métal comme on les aime. Et puis le klaxon est juste ici, au centre, sous cet empiècement en cuir. Pas d'info divertissement, mais un autoradio Blowpunkt avec les cassettes. Bon, ça j'étais petit quand j'ai connu ça, mais c'est vrai que je n'ai que très peu utilisé des cassettes dans ma vie d'automobiliste. Mais là aussi c'est marrant de voir ça en 2022. 3 bus d'aération au centre. Température d'huile, la jauge à carburant. Et juste en dessous vous avez le compteur kilométrique avec le trip juste en dessous qui est disponible. Boîte de vitesse inversée, vous avez la 1 qui est juste ici, et ensuite vous poussez pour passer la 2 en diagonale, avec cette mythique grille en H.
bien spécifique de chez Ferrari. Beaucoup de commandes, dégivrage de la lunette arrière, vous pouvez régler les rétroviseurs avec cette commande, activer la climatisation, le chauffage, les warnings. Vous avez aussi la possibilité de monter et descendre vos fenêtres. Et avec cette commande, alors cette commande, elle est activable de cette manière, il faut que je mette le contact. Elle vous permet d'ouvrir la boîte à gants avec un petit miroir. Alors elle est vraiment petite, hein, la boîte à gants, toute recouverte de cuir, puis on le voit sur les matériaux utilisés, c'est d'un autre âge, hein. C'est très drôle, on fait un bond dans le passé avec cette voiture. Mais ça, c'est à noter. Le réglage de la climatisation se fait avec ces commandes aussi. Et puis vous avez un accoudoir central dans lequel vous pourrez ranger vos lunettes de soleil et un portefeuille. Et regardez ce qu'on a là. Vous pourrez ranger vos cassettes aussi, vos bonnes vieilles cassettes pour votre autoradio. Vous avez quand même 1, 2, 3, 6 rangements qui sont disponibles. Et puis surtout, vous avez un petit espace derrière les sièges où là, vous pourrez mettre vos tablettes, ordinateurs portables et puis même un petit sac de voyage sans aucun souci. Il faut noter que dans cette voiture, on a une très bonne luminosité parce que aussi bien avec le pare-brise à l'avant que les vitres latérales et puis regardez les vitres arrière et puis aussi cette vitre qui vous sépare du moteur, on a un puits de lumière qui est considérable, surtout lorsqu'on bénéficie de cette sellerie en cuir beige qui lui va parfaitement, je trouve, avec la couleur extérieure. Là, vous avez accès aux lampes de plafonnier qui éclairent pas du tout, mais qui sont bien présentes. Donc vous en avez celle-ci, c'est la lampe qui est ici, et celle de droite, c'est la toute petite lampe que vous voyez là. J'ai trouvé un petit réglage plus sympa qui me permet un tout petit peu d'incliner davantage le siège. Regardez, je suis mieux positionné, hein. J'ai la tête qui frôle, mais c'est un petit peu mieux qu'il y a 2 minutes. Côté passager, il y a une chose qui est bien dans la Testarossa, c'est que vous avez un emplacement pour mettre vos pieds qui est vertical, et ça sur les freinages, c'est très pratique et confortable pour celui qui ne conduit pas. Et juste ici, vous avez les enceintes du système audio qui sont disponibles. Personnellement, j'adore ces intérieurs à l'ancienne. C'est vrai que on voyage tellement lorsqu'on rentre dans une voiture vintage des années 80 qui est devenue une véritable icône du monde automobile, comme la Ferrari Testarossa. C'est une expérience en soi de conduire ce genre de voiture. Vous allez voir sur la partie de l'essai routier, ça va beaucoup vous plaire. On place maintenant l'essai routier, mais quelle légende, mais surtout quel camion. C'est vrai que ça me change des Ferrari de dernière génération. Oh là là. Quel couple. Ah, c'est moins rapide qu'une Ferrari d'aujourd'hui, mais je peux vous assurer, c'est impressionnant à conduire. Chaque fois je regarde la boîte de vitesse quand je passe les rapports, j'ai peur de me tromper. Ce serait dommage sur une Testarossa. Il faut savoir que vous avez un châssis en acier tubulaire avec des contreventements transversaux et des sous-structures qui permettent d'apporter une très bonne rigidité dans le châssis, mais surtout qui permettent de supporter le moteur. La tenue de route, bien qu'elle soit basée sur des technologies qui ont plus de 30 ans, je peux vous assurer que la voiture, elle tient bien le pavé, et puis le V12, il a la santé, regardez plutôt. Ouh, ah, c'est bon. Par contre, les freins, il faut faire attention. Hein. Ouh là là. Les suspensions, la voiture est assez confortable. Je m'attendais vraiment à un bout de bois pour une voiture avec autant d'années. On a des suspensions indépendantes avec des triangles inégaux, des amortisseurs télescopiques et une barre anti-roulis, enfin des barres anti-roulis d'ailleurs. Il n'y en a pas qu'une seule dans la voiture. J'ai jamais été concentré autant en conduisant une voiture. La voiture a fait tourner les têtes, hein. Tous les gens se retournent. Si vous voulez que les piétons se retournent quand vous passez, achetez une Testarossa, ça marche mieux qu'une Ferrari de dernière génération. C'est incroyable, c'est vraiment fou. Et cette suspension, autant, là je suis sur une chaussée avec pas mal d'aspérité, mais regardez, là je suis sur un Dodan, la voiture est confortable. Et même si le siège, je trouve la structure trop petite, il est confortable. On est bien assis, que ce soit sur l'assise ou le dossier. La voiture est une vraie GT, hein. On n'est pas non plus dans une voiture de rallye, c'est hyper appréciable. Alors dès qu'on commence à hausser le rythme,
Et on commence un peu à lui rentrer dedans. C'est vrai que c'est là où on se rend compte que bon, les suspensions et l'amortissement sont d'un autre âge. Je me répète souvent dans l'essai, mais je suis tellement habitué à conduire des voitures modernes que le saut dans le passé est un petit peu violent pour moi. Mais qu'est-ce qu'il est bon. Oh là là, ah, c'est trop kiffant à conduire. Alors même si la direction est un petit peu lourde, hein, on a une direction à crémaillère qui c'est vrai s'allège avec la vitesse, mais quand vous êtes en manœuvre à basse vitesse, vous conduisez un camion, hein. C'est peu de le dire. La boîte de vitesse aussi, boîte de vitesse à 5 rapports. Alors le guidage est un petit peu rugueux, hein. Faut vraiment faire un peu de musculation pour passer les rapports. Et par contre, une fois que le rapport est enclenché, oh là là, mais c'est kiffant. C'est vraiment super kiffant, hein. Ça me rappelle vraiment la 355 GTS que j'avais essayé. Alors pas dans une vidéo YouTube. Je vous fais une petite accélération, c'est trop kiffant. Oh là là, mais mon Dieu quoi. Je fais quand même gaffe, il n'y a pas d'aide à la conduite là-dessus. Alors, la boîte de vitesse, elle est étagée de manière plutôt longue. C'est difficile d'enchaîner les rapports, hein. Passer deuxième, troisième, quatrième, troisième, enfin, ça devient un vrai sport à bord de cette auto. Heureusement que les rapports sont plutôt longs et que la voiture est ultra coupleuse, hein. Vous avez quasi 500 Nm de couple, hein, dans une Testarossa. Le V12 aide tellement à relancer l'auto que on n'a pas trop envie de jouer avec la boîte de vitesse. On aime bien se caler en troisième ou même seconde dans des petits virages. Là, regardez. Oh là, c'est ouf. Alors je fais gaffe au freinage parce que même si la voiture freine plutôt bien, 1,5 tonne sur la balance, elle est assez agile. On sent que le moteur amène beaucoup d'inertie. Du coup, il faut quand même faire gaffe parce que là, clairement, vous n'avez pas d'aide à la conduite. Si la voiture part, ce sera vous et la machine seulement. Je suis obligé de vous faire un petit 0 à 100 km/h, forcément. Ferrari Testarossa, les amis. Je vais me mettre en première. Est-ce que vous êtes prêts? Moi, je suis pas trop prêt. Allez, on va voir ce que ça donne. Quel kiff, mais quel bonheur de conduire ça. Pourtant j'étais à 120 km/h. Bon, le 0 à 100 km/h le fait en 5,8 secondes, ce qui est très correct et ce qui était à l'époque impressionnant, parce qu'à l'époque, dans les années 80, une voiture qui faisait 10 secondes de 0 à 100, c'était une voiture sportive, hein, déjà, comme une Golf 1 GTI par exemple. Alors aujourd'hui, on est dans des 2,5 secondes de 0 à 100, mais autre époque, de la technologie, beaucoup plus de puissance. C'est difficile de faire la comparaison. Mais c'est une voiture qui vit, c'est une voiture qui vous donne des sensations, qui transmet, qui communique énormément avec son pilote et même le passager. C'est là où on se dit on n'a pas nécessairement besoin d'avoir le meilleur chrono pour avoir les meilleures sensations au volant d'une voiture. Et c'est pour ça aussi que ces voitures, les dernières années, à la fin des années 10, ont pris énormément de valeur. C'est parce que beaucoup de propriétaires se sont rendus compte que le plaisir de conduite, les sensations, c'était ce qui était le plus important lorsqu'on conduisait une voiture puissante. Et quand je vois les dernières Ferrari qui sont beaucoup plus performantes, qui sont belles, qui sont fiables, qui vous permettent aussi et surtout de conduire loin dans un confort plutôt appréciable, ce qui était aussi le cas sur la Ferrari Testarossa. Mais il manque une chose, ce sont les sensations de conduite et l'émotion qu'elles vous transmettent. Et quand vous voulez de l'émotion, je vous assure que la Ferrari Testarossa, elle vous en apporte vraiment beaucoup. Oh, le couple moteur, c'est assez souple en fait, c'est assez smooth comme voiture, hein. J'avais déjà conduit des Ferrari plus anciennes et j'avais été déçu par le toucher de route, c'était trop dur, trop ferme et pas efficace. Alors là je dis pas que c'est une voiture qui est extrêmement efficace parce que
n'y a pas d'aide à la conduite, il y a des pièces utilisées qui commencent à dater. Mais la voiture a vraiment une vraie vocation GT. On a presque envie de faire des milliers de kilomètres, ou du moins des centaines de kilomètres à son volant, tant le V12 est envoûtant à conduire. C'est vraiment kiffant, c'est le terme. La boîte, bon, apparemment, d'après le propriétaire, quand elle chauffe, les rapports se passent mieux parce qu'à chaque fois je me bats avec. Allez, on se le lance là. Allez, je vais aller à bloc. Ah, quel kiff, c'est ouf. Par contre, le freinage, ça vibre un peu. Oh là là, mais c'est tellement kiffant d'accélérer avec ça. Je fais attention au freinage. C'est hallucinant à conduire, c'est ouf, c'est ouf. C'est marrant, je m'attendais pas du tout à avoir autant de transmission d'infos dans une voiture. C'est à essayer, bon c'est tellement rare, je vous dis ça, c'est à essayer. Moi je suis dans la voiture depuis maintenant 3 ans, c'est la première fois que j'en essaie une. Mais le V12 apporte, regardez. Oh qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est bon. Oh. C'est une thérapie, hein. Ça devrait être proposé ça, hein. Quand les gens sont en dépression, faites un petit tour en Testarossa. Je vais vous faire dans les prochains mois des essais de voitures vintage iconiques, hein, comme la Testarossa, mais il y en a beaucoup d'autres auxquelles je pense. Dites-moi en commentaire les voitures que vous aimeriez que j'essaye, parmi des voitures des années 60, 70, 80 et même 90. Je veux vraiment avoir vos retours, comme ça m'aiguillera sur les modèles que vous souhaitez que j'essaye. Bon, j'ai pris beaucoup de plaisir à essayer cette voiture, vous pouvez le voir sur mon visage à chaque accélération que j'ai pu faire. Ça sert à rien de mettre 1000 chevaux pour s'amuser avec une voiture, preuve en est, un simple V12 à plat, ouvert à 180 degrés, de 390 chevaux, suffit amplement. Il faut maintenant que je la rende, c'est la fin de cet essai de cette voiture iconique. Alors pour conclure l'essai de cette Ferrari Testarossa, ce que j'ai retenu parmi ses défauts, c'est un coût d'entretien qui est très élevé. On a une prise en main qui est assez difficile avec une boîte de vitesse récalcitrante et puis une direction qui est extrêmement dure. C'est presque de la musculation lorsque vous manœuvrez à basse vitesse. Heureusement, je vous rassure, elle a beaucoup de qualité. Déjà une ligne intemporelle d'une voiture tout simplement iconique dans l'histoire de la voiture de sport. On a également des performances qui sont encore d'actualité quasi 30 ans après sa sortie grâce à ce V12 Ultra couplé de 390 chevaux et sans turbo, donc au niveau sensation, elle vous catapulte, même si encore une fois la boîte de vitesse n'est pas très rapide. Et c'est une voiture quasi accessible sur le marché de l'occasion avec des cotes comprises entre 80 000 € pour les moins chers jusqu'à 150 000 € pour des modèles très peu kilométrés dans un état concours. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire quel modèle iconique vous voulez que j'essaye dans les prochains mois, car j'ai maintenant accès à beaucoup de voitures des années 60, 70, 80 et 90. Donc mettez-moi en commentaire les modèles que vous voulez absolument que je vous présente dans un format détaillé comme dans cette vidéo. Je tenais à remercier GT Classic Cars qui m'a mis à disposition cette Ferrari Testarossa qui est en vente. Vous avez juste à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo pour voir les caractéristiques de cette voiture précisément. Sur YouTube, c'est chaque vendredi à 17 h, je présente un essai détaillé. Donc abonnez-vous et activez la cloche de notification. Pareil sur mon compte Instagram, Le Vendeur Automobile. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!